Bonjour, chers participants. Je suis docteur Tongwane Lanien. Je suis économiste du développement et consultant, enseignant-chercheur à l'Université de Kara, au Togo, au nord, particulièrement au nord du Togo. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir partager ce moment de formation avec vous, particulièrement sur l'impact de la COVID-19 sur les économies des États membres de l'UEMOA. Quels moyens pour améliorer les finances publiques? Donc, il y aura dans le cadre de cette formation 6 modules que nous allons partager ensemble au cours de cette formation. Et nous commençons ici avec le premier module sur l'introduction à l'économie et à la gestion des finances publiques. Le plan donc de la présentation. Donc d'abord une petite introduction. Après nous allons aborder les principes classiques des finances publiques. Ensuite nous allons parler des facteurs d'évolution des dépenses publiques dans le monde depuis la Première Guerre mondiale. Et avec cette évolution des dépenses publiques, comment est-ce que le rôle aussi de l'État a évolué au cours du temps? Et après, nous allons conclure. En introduction, d'abord, rappelons d'abord l'objectif donc de ce module. Ce premier module est consacré à une introduction à l'économie et à la gestion des finances publiques et a pour objectif d'équiper les membres du Conseil de travail et du dialogue social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à pouvoir comprendre le rôle de l'État, l'évolution des dépenses publiques et des politiques actuelles de gestion des finances publiques en cette période de pandémie de la COVID-19 dans l'espace UEMOA et pouvoir analyser particulièrement ces politiques sur le plan de l'efficience et de l'équité. Donc, pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif, il est important de pouvoir comprendre certains principes de l'économie qui sont importants pour pouvoir analyser l'évolution des dépenses publiques et particulièrement dans une période de crise et surtout pouvoir les analyser sur le plan de l'efficience et de l'équité. Donc d'abord, avant de passer à ces éléments, nous allons d'abord comprendre ce que c'est que véritablement l'économie. C'est important de le savoir et de savoir comment l'économie fonctionne pour pouvoir comprendre les politiques, pour pouvoir comprendre pourquoi ces décisions ou certaines décisions sont prises à une certaine période de crise, pourquoi certaines décisions ne sont pas prises et quels sont les effets que nous pouvons attendre sur la population lorsque nous prenons ces décisions. Donc, parlant de la définition de l'économie, l'économie vient de deux mots grecs, oikos qui veut dire maison et nomos qui veut dire administrer. L'économie est donc l'administration de la maison et ressemble à bien des égards à la gestion d'une famille. Donc, quand on prend l'économie dans sa globalité, la manière dont on gère l'économie dans sa globalité, ça ressemble en quelque sorte à la gestion d'une famille. Parce que quand on prend une famille ou un ménage, la société a à faire des choix. Dans un ménage, on a des choix à faire. On doit décider de qui va faire le ménage, qui doit faire le linge, qui doit produire tel repas aujourd'hui. D'abord, quel repas il faut produire, qui doit le faire. Donc, d'abord, il y a les activités et comment on doit répartir les tâches en fonction des capacités des uns et des autres dans une famille ou dans la société dans laquelle nous vivons. Donc, c'est de la même manière que la société dans son ensemble ou l'économie dans son ensemble doit décider de l'allocation de ses ressources, dans les ressources que la société a. Donc, que ce soit les ressources matérielles ou les ressources humaines, pour pouvoir pour essayer
de faire quoi? De satisfaire donc les besoins de leur population. L'enjeu même de l'allocation des ressources au niveau de l'économie, c'est que les ressources dont nous disposons dans l'économie pour pouvoir satisfaire nos besoins, ces ressources sont rares. Mais les besoins à satisfaire en utilisant ces ressources-là, ces besoins-là sont illimités. Donc, l'économie, de façon générale, nous apprend donc à savoir comment nous devons allouer nos ressources qui sont rares pour pouvoir satisfaire nos besoins qui sont illimités. Donc, les ressources dans une société, de façon générale, ne sont pas allouées par un planificateur central, mais par des millions de ménages et d'entreprises. Les systèmes communistes ont évolué, par exemple. Dans le système communiste, au départ, c'était le jeu du planificateur central. C'est-à-dire, il y avait les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires de l'État sont censés être les agents économiques qui sont ceux-là qui maîtrisent comment ils doivent allouer les ressources dans toute la société. Qu'est-ce qu'on doit produire? Quelle quantité de biens on doit produire? Quels vêtements on doit produire? Qui doit manger du caviar? Qui doit prendre le car rapide? Qui doit conduire une Ferrari Sport? C'est-à-dire, dans la société, toutes les décisions qui sont prises et organisées dans la société, le planificateur central, en fait, les fonctionnaires de l'État, sont ceux-là qui étaient habilités dans le cadre du planificateur central à pouvoir produire les biens et les répartir dans la société, donc pour pouvoir satisfaire aux besoins de la population. Mais on a constaté que ce système-là n'a pas marché, ce système-là a échoué et aujourd'hui, ce n'est plus le jeu du planificateur central, mais c'est plutôt les économies du marché. Donc, les ressources dans une société ne sont plus allouées par un seul planificateur central, mais aujourd'hui, ces décisions donc, du planificateur central sont en quelque sorte remplacées par celui de millions d'entreprises et de millions de ménages qui interagissent entre eux. Donc, les économistes étudient donc ce qui motive les décisions de ces individus-là. Et les économistes aussi, dans cette perspective, observent aussi les forces et les tendances de l'économie. Comment évolue l'activité économique? Est-ce qu'on est en période de croissance? Est-ce qu'on est en période de récession? Est-ce que les prix sont en train d'augmenter? Est-ce que les prix sont en train de baisser? Donc, tous ces éléments-là, les économistes les observent tout en étudiant aussi ce qui motive les agents, ce qui est derrière, ce qui a produit ces résultats, ce qui motive les agents dans leur prise de décision et qui donne les résultats donc, de cette tendance qu'on peut observer au niveau donc, de l'économie. Donc, malgré la multiplicité des facettes donc, de la science économique, son champ est unifié par plusieurs principes d'économie. Donc, on parle souvent de 10 principes de l'économie, dont 2 d'entre eux sont d'un intérêt particulier pour ce module. Donc, nous allons, dans le cadre donc, de ce module, partir de ces deux, comment l'appelle-t-on, de ces 2 principes de l'économie pour pouvoir comprendre, surtout en période de crise, pourquoi, par exemple, l'État doit intervenir. Donc, avant la crise, l'État intervenait dans l'économie, mais avec quel dosage l'État intervient sans les périodes de crise? Ou bien, comme on est en train de dire, comme nous avons dit qu'aujourd'hui, on a développé, comment l'appelle-t-on, les marchés, c'est-à-dire le système communiste a fait place au système de marché et que maintenant, en principe, on devait se dire que l'activité économique est organisée par le marché. Maintenant, quand est-ce que l'État doit intervenir? Et donc, ce sont ces 2 principes de l'économie qui vont nous faire comprendre comment, dans une certaine mesure, l'État peut relayer en quelque sorte le marché ou bien essayer d'apporter aussi sa contribution pour améliorer en quelque sorte les résultats que les marchés peuvent produire lorsque c'est les marchés qui organisent l'activité économique ou bien lorsque c'est les millions de ménages et d'entreprises qui interagissent pour pouvoir faire de la croissance, pour pouvoir satisfaire, allouer les ressources dont la société dispose et répartir ces ressources-là entre les agents économiques.
Donc, le premier principe nous dit que les marchés représentent en général la meilleure façon d'organiser l'activité économique. Donc, il y a eu l'effondrement du communisme dans l'Union soviétique et en Europe de l'Est dans les années 80. Et cela constitue véritablement un grand changement qui est intervenu parce que, tel que je le disais tantôt, c'était le planificateur central qui était chargé de l'organisation de l'activité économique. Donc, les fonctionnaires de l'État, ce sont les individus qui sont capables de pouvoir décider de ce qu'on doit produire dans une économie. Est-ce que dans une économie, on a besoin d'Internet? Est-ce qu'on a besoin des disques durs? Est-ce qu'on a besoin des gobelets? Est-ce qu'on a besoin de voitures? C'est les agents de l'État qui décident de qu'est-ce que, en fait, on doit produire pour pouvoir satisfaire en fonction des informations qu'ils ont sur les besoins de la population. Donc, c'est eux qui décident des quantités à produire et c'est eux qui décident de la répartition aussi. Donc, quand on parle aussi de la répartition, bon, par exemple, on pourra dire quel quartier, quel village, on va attribuer telle chose, on va donner telle chose, telle quantité de telle chose, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la répartition qu'on fait lorsqu'on finit de produire. Mais ce système-là n'a pas fonctionné. Et il y a des raisons pour lesquelles ce système n'a pas fonctionné. Parce que les agents de l'État, c'est seulement dans leur rôle de pouvoir, comment l'appelle-t-on, produire les biens et services qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins des populations, manquent d'informations qualitative qui est nécessaire, qui est importante pour pouvoir savoir exactement quels sont les besoins de ces populations-là. Donc, les agents de l'État manquent assez d'informations, d'informations qualitatives dont il fallait pour savoir quels sont d'abord les types de biens qu'il faut produire et quelles sont les quantités que les agents économiques, les ménages et les entreprises qui constituent la société, ou bien les individus qui constituent la société, vont avoir besoin. Donc, c'est ce qui a fait que ce système n'a pas pu marcher. Donc maintenant, comme le système du communisme ou du planificateur central a échoué, donc il y a eu le développement des économies de marché. Aujourd'hui, nous sommes dans les économies de marché. Et une économie de marché, c'est une économie qui alloue ses ressources à travers un système de décision décentralisé et donc menée par de nombreuses entreprises et de ménages dans leur interaction sur les marchés des biens et des services. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Au lieu que ce soit désormais euh, les agents de l'État qui décident de quelle quantité de biens il faut produire et comment répartir ces biens-là, aujourd'hui, dans le système décentralisé ou dans les économies de marché, c'est l'activité est devenue libre. L'activité est confiée aux mains des entreprises et des ménages. En fait, ce sont eux, les entreprises et les ménages, qui librement organisent l'activité économique dans l'ensemble. C'est-à-dire, les entreprises décident librement de choisir quels biens elles doivent produire. Et donc, les ménages aussi, librement, qui sont des consommateurs, décident de choisir quel bien il faut acheter et quelle quantité de biens il faut acheter en fonction de leurs revenus. Donc, en fonction du revenu que ces entreprises et ces ménages ont et en fonction du niveau des prix des biens, les ménages vont décider aussi librement d'aller acheter les quantités de biens et de services dont ils ont besoin. Donc, les entreprises aussi, pour produire, anticipent sur les besoins, évidemment, de quoi? De la population, sur le besoin des ménages, pour pouvoir satisfaire ces besoins. Une entreprise ne va pas, comment l'appelle-t-on, produire un bien, sachant très bien que ce bien-là ne peut pas être un bien que la population va consommer. Donc, je pourrais par exemple considérer le cas où bon, on a une société particulièrement concentrée de musulmans et puis bon, quelqu'un, une entreprise s'installe et produit la viande du porc.
bon, elle n'aura aucune chance de pouvoir écouler son produit. Donc, les entreprises aussi, en choisissant de produire leurs biens ou d'offrir leurs services, regardent aussi en quelque sorte aux besoins donc, du marché et donc produisent ces biens et les échangent à un prix. Donc, les marchés maintenant constituent l'endroit des interactions entre les entreprises et les ménages pour pouvoir échanger les biens et services produits par ces entreprises-là. Donc, voilà comment, en quelque sorte, les décisions donc, du planificateur central, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État, est remplacée ici par celui de millions d'entreprises et de millions de ménages. Mais l'enjeu au départ même, quand on parle de l'organisation de l'activité économique, il faut le dire, c'est pour promouvoir le bien-être collectif. C'est-à-dire, on veut satisfaire les besoins des populations. Ces besoins des populations, on l'a bien souligné, ce sont des besoins illimités. Et donc, comme dans une famille, il y a tellement de besoins, on ne peut pas satisfaire tous les besoins. Donc, c'est de la même manière que dans une économie, on ne peut pas satisfaire tous les besoins. Et il faut une meilleure façon d'organiser l'activité économique là pour que le bien-être de la population soit le plus élevé possible. Et donc, c'est ça même l'enjeu de l'organisation de l'activité économique. Donc, si on veut organiser l'activité économique par le planificateur central, ou bien on est passé du planificateur central au développement des économies de marché, c'est parce que, quelque part, le système du planificateur central ne parvenait pas à satisfaire effectivement les besoins de millions de consommateurs qui constituent la société parce qu'il manquait justement d'informations qualitatives. Et donc, s'il manque d'informations qualitatives sur la nature des biens et des services qu'il faut produire et aussi sur les quantités qu'il faut produire, cela voudrait dire que cela ne pourra pas permettre aux agents économiques consommateurs qui constituent la société de pouvoir maximiser leur bien-être, c'est-à-dire tirer au maximum possible euh, le bien-être, le maximum de satisfaction, le maximum de bien-être de l'allocation des ressources dans la société. Donc, c'est pourquoi maintenant, en remplaçant donc, le planificateur par le système du marché, par les économies de marché, ou bien l'organisation de l'activité par le marché, maintenant, les gens, en choisissant librement d'acheter tel bien et à telle quantité en fonction de leurs revenus, ça devait permettre, n'est-ce pas, de maximiser le bien-être de toute la population, puisque les gens le font librement, sans contrainte, sans qu'on oblige quelqu'un à consommer un bien. Donc, sur le marché, quand chacun sort sur le marché, il choisit en fonction de son revenu les biens qu'il veut consommer pour satisfaire son bien-être, enfin, pour maximiser son bien-être. Voilà, les entreprises aussi, quand elles produisent, elles cherchent aussi à produire les biens et les services qui vont leur permettre de maximiser leur profit. Donc, dans les deux camps, c'est-à-dire que ce soit consommateur ou producteur, chacun en agissant librement cherche à maximiser ce qu'on appelle souvent sa fonction objectif. Donc, l'utilité au niveau du consommateur et puis le profit au niveau des producteurs. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est que malgré que les décisions soient décentralisées et que ceux qui décident dans l'économie de marché sont des agents individuels qui sont mus par des intérêts égoïstes, qui sont dirigés par la recherche de leur intérêt personnel, de leur intérêt individuel, on se demande comment est-ce que l'organisation de l'activité économique par le marché va finir par amener à la réalisation du bien-être collectif. Donc, les économies du marché ont connu un succès remarquable dans la promotion du bien-être collectif, malgré que c'est quoi? Ce sont les agents individuels qui interagissent sur ces marchés sont animés par leur intérêt individuel. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Adam Smith, dans Richesse des Nations, a fait la plus remarquable des observations de toute l'économie, que les ménages et les entreprises, dans leur interaction sur les marchés, agissent comme s'ils étaient guidés
par une main invisible qui les conduit à promouvoir le bien-être collectif. Les agents économiques interagissent, certes, mus par leur intérêt individuel, mais dans leur interaction ou à la recherche de leur intérêt individuel, ils sont comme s'ils sont guidés, ils agissent comme s'ils sont guidés par une main invisible qui les conduit finalement à réaliser le bien-être collectif dans leur recherche au départ du bien-être individuel. Adam Smith va faire remarquer en effet que ce n'est pas parce que, par exemple, le boulanger veut réaliser le bien-être de toute la société qu'il va se lever à 4 heures pour pouvoir préparer son pain. Pour qu'à 6 heures, lorsque chacun veut aller à son service, le pain est prêt pour pouvoir prendre le café. Mais c'est à la recherche de son profit personnel, de son intérêt personnel. Mais en cherchant son intérêt personnel, il concourt à la réalisation du bien-être de toute la société parce que ce serait davantage, par exemple, plus coûteux que si chaque matin, chacun devait se réveiller, fabriquer son pain et le consommer avant de pouvoir aller au service. Mais maintenant, le boulanger, en cherchant son intérêt, se lève très tôt. Il fait un sacrifice en cherchant son intérêt, mais en cherchant cet intérêt-là, il finit par réaliser le bien-être de toute une population qui aura la disponibilité du pain déjà à 6 heures lorsque chacun veut se préparer pour aller au boulot. Et comment est-ce que la main invisible parvient-elle à transformer les intérêts individuels en intérêts collectifs? La main invisible y parvient à travers le système des prix, à travers le système de prix sur le marché. Donc, et à travers la règle de la concurrence. Donc, en réalité, la règle de la concurrence fait que, par exemple, sur les marchés, quand un agent économique produit un bien qu'il veut vendre, il ne peut pas se permettre de fixer le prix qu'il veut. Parce qu'il y a plein d'autres producteurs des biens similaires qui sont sur le marché. Et donc, quand il y a une multitude d'entreprises qui produisent le même bien, une autre entreprise ne peut pas augmenter les prix dans le souci de pouvoir satisfaire son profit ou bien d'avoir son profit le plus élevé possible au détriment des consommateurs qui vont payer le bien très cher. Donc, la règle de la concurrence va amener l'économie à une situation de prix juste. Et c'est à travers la flexibilité de ces prix-là que la main invisible, ou bien à travers cet instrument de prix, ou bien ce système de prix, que la main invisible, et avec la règle de la concurrence, que la main invisible parvient à transformer les intérêts individuels en intérêts collectifs. Sinon, s'il n'y a pas la concurrence, si la concurrence n'existe pas et qu'il n'y a qu'un seul producteur d'un bien, il peut décider de vendre une seule baguette de pain à 10 000 francs CFA ou bien à 1 million de francs CFA. Parce que son intérêt, s'il sait que les gens, en augmentant le prix, les gens vont continuer par s'intéresser au produit, ou bien c'est un bien de première nécessité et que les gens ne peuvent pas se soustraire de consommer ce bien, donc il peut augmenter les prix comme il veut pour pouvoir augmenter son profit, donc son intérêt individuel. Mais la règle de la concurrence dissuade ces genres de comportements et permet d'avoir un prix quand même qui est un prix qui sera acceptable par la société. Et donc, les prix du marché qui vont être obtenus sous les règles de la concurrence vont refléter aussi bien la valeur d'un bien pour une société que ce qu'il coûte à la société pour sa production. Donc, la valeur d'un bien ne sera pas déconnectée de son coût de production réel. Donc, de telle sorte que et les consommateurs et les producteurs, chacun va tirer dans ce jeu-là sa meilleure satisfaction possible. Personne ne sera lésé. Maintenant, l'enjeu aussi, c'est quoi? C'est que d'un autre côté, nous parlons de l'organisation de l'activité économique par les marchés. Et ici, nous sommes en train de parler de l'impact de la COVID sur les économies des États membres de l'UEMOA. Alors,
quand on parle de l'État, ou bien quand on parle des effets de la COVID et on dit quel moyen d'amélioration des finances publiques, c'est que quelque part, on est en train d'appeler l'État dans le jeu. Comme si on était en train de dire tout de suite que l'État devait en quelque sorte faire quelque chose à travers son budget pour pouvoir résoudre le problème. Donc, si on laisse finalement, comment l'appelle-t-on, l'économie comme telle, la situation sera chaotique. Donc, il faut que l'État utilise son budget dans une certaine mesure euh, pour pouvoir relever l'économie. Donc, c'est dans cette perspective que nous sommes. Mais voilà comment ce principe de l'économie dit qu'en réalité, on devait laisser l'activité économique dans les mains des entreprises et dans les mains des ménages seuls. Donc, en quelque sorte, c'est comme si l'État ne devrait pas, en quelque sorte, intervenir. Donc, ce que Smith va relever ici, Smith a dit, a une implication, a une importante implication, parce que cela soulève que quand le gouvernement empêche les prix donc de s'ajuster naturellement par le mécanisme de l'offre et de la demande, et il bloque la capacité de la main invisible de coordonner les décisions des ménages et des entreprises qui organisent l'activité économique, si le gouvernement intervient, il va empêcher donc les prix de s'ajuster naturellement. Et la main invisible ne pourra pas jouer son rôle pour que le bien-être collectif soit maximisé, tel que le principe là, ce principe d'organisation de l'activité économique par le marché devait nous permettre d'allouer les ressources de manière à maximiser notre bien-être le plus élevé possible. Donc maintenant, si l'État intervient, il empêche les prix de s'ajuster naturellement. Et la main invisible, c'est comme si on tient maintenant prisonnière la main invisible qui devait permettre de transformer les intérêts égoïstes sous l'effet de la concurrence, de les ramener, comment l'appelle-t-on, à des intérêts, à l'intérêt collectif. Mais nous y reviendrons sur le deuxième principe quand même, qui va donner une place à l'État dans une certaine mesure. Donc, le fait qu'on dise que, comment l'appelle-t-on, l'intervention de l'État empêche la main invisible de pouvoir transformer les intérêts individuels en intérêts collectifs, montre que lorsque l'État intervient à travers les taxes, puisque l'intervention de l'État, c'est à travers le système de taxation, les impôts et les taxes, quand l'État intervient dans l'économie à travers les impôts et taxes, il affecte négativement l'allocation des ressources puisqu'elle engendre des distorsions sur les prix et donc les décisions des ménages et des entreprises. Donc, si l'État intervient, la manière dont les prix devaient être fixés sera négativement affectée. Et donc, en particulier, même ce qui sera plus négativement affecté, c'est-à-dire, ce serait la meilleure manière dont on devait allouer les ressources par les agents économiques rationnels, qui sont les entreprises et les ménages. Cette allocation des ressources-là ne sera pas allouée de façon efficace. Donc, si l'État, par exemple, intervient et pratique une politique de contrôle des prix, cela ne va pas permettre justement aux ménages et aux entreprises qui sont des agents économiques rationnels de pouvoir allouer aussi les ressources de manière efficace. Cela explique justement la chute du communisme parce que au moment où, comment l'appelle-t-on, l'activité économique est organisée par les fonctionnaires de l'État, donc qui produisent les quantités de biens et fixent les prix auxquels les agents économiques achètent ces biens, alors qu'ici, au niveau du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande qui permet de déterminer le prix. Quand cela se passe comme ça, cela empêche ces ménages et ces entreprises de pouvoir allouer les ressources de façon efficace et donc de manière à maximiser leur bien-être. Donc, mais il y a quand même un autre principe, je le disais tantôt, qui donne en quelque sorte une place ou un rôle à l'État dans l'activité économique. Donc, quand on dit que l'intervention de l'État à travers les taxes
ou bien à travers les politiques de contrôle des prix, par exemple, va amener des distorsions, va amener des difficultés à la réalisation du bien-être collectif. L'État, quand même, ça ne veut pas dire que l'État, on ne doit même pas voir l'État dans l'économie, que l'État devait s'effacer. Non. Parce que l'un des principes donc, de l'économie dit, donc le deuxième principe que nous allons exploiter ici, parmi les 10 principes de l'économie, c'est que l'intervention de l'État ou du gouvernement peut parfois améliorer les résultats du marché. Pourquoi? C'est vrai que, comment l'appelle-t-on? Quand on regarde comment Adam Smith décrit le rôle de la main invisible à travers les systèmes de prix et la règle de la concurrence, on arrive à maximiser le bien-être de la population dans son ensemble. Malgré que cette main invisible puisse le faire, ce n'est pas dans tous les cas. Elle ne parvient pas à réaliser cet objectif dans tous les cas. Et donc, on a besoin aussi du gouvernement, ne serait-ce que pour établir les conditions et les institutions qui permettront à la main invisible de pouvoir jouer pleinement son rôle. Déjà, on est en train de sortir, comment l'appelle-t-on, une notion de la concurrence. Donc, en principe, cette main invisible n'arrive à atteindre cet objectif que si effectivement il y a la concurrence sur le marché. Puisque s'il n'y a pas la concurrence, il y aura des comportements opportunistes de la part des producteurs. Maintenant, ce n'est pas tous les marchés qui sont automatiquement des marchés concurrents. Donc, on a besoin du gouvernement pour pouvoir assurer, par exemple, cette concurrence-là sur le marché. Donc, voir, par exemple, les marchés qui ne sont pas des marchés concurrentiels, essayer de réguler, n'est-ce pas, ces marchés pour que ces marchés-là puissent devenir concurrentiels et que la main invisible puisse jouer pleinement son rôle de manière à transformer les intérêts égoïstes des millions d'entreprises et de ménages en intérêts collectifs. On a besoin aussi du gouvernement pour établir et faire respecter les droits de propriété. Donc, dans une économie, si par exemple, un cultivateur redoute que s'il fait son champ de maïs, par exemple, quelqu'un va aller demain, par exemple, s'accaparer ce champ pendant que la récolte est là, il ne va pas le faire. Il ne va jamais produire. Si, par exemple, le fabricant des disques, c'est que s'il fabrique ces disques, les amateurs de disques vont tout de suite multiplier des millions illégalement et aller vendre. Et lui, qui est le propriétaire, ne va rien gagner. Il ne sera pas motivé à produire ces disques. Alors que dans la société, il faudrait que il faudrait donc que les droits de propriété soient garantis. Il faudrait que les gens soient rassurés donc, dans l'économie que ils ont telle propriété, cette propriété, c'est à eux. Et donc, c'est quand les droits de propriété sont, comment l'appelle-t-on, stables, que cela incite les agents économiques à pouvoir faire librement leur activité économique. Donc, quand les droits de propriété sont instables, cela est une désincitation pour les agents économiques dans leur processus de production des biens et services qui devaient être produits pour satisfaire la population. Donc, si un cultivateur ne produit pas parce qu'il craint que sa récolte sera volée, ça veut dire que quelque part, c'est un manque à gagner pour la société. Et donc, il ne va pas allouer son énergie, sa force, sa main-d'œuvre pour pouvoir le faire. Et donc, les ressources ne seront pas allouées de façon efficiente. Ça veut dire qu'il y aura une partie de la population qui ne va pas pouvoir travailler, ou bien il y aura une partie de la population, des entreprises qui devaient être pour produire un certain nombre de biens et services, qui devaient aider la population dans son ensemble à améliorer son bien-être. Ces produits-là ne vont pas voir le jour. Prenons le cas, par exemple, de produits pharmaceutiques qui demandent, par exemple, intensément de faire quoi? De pouvoir faire des grandes expériences avant de pouvoir sortir le produit sur le terrain. Alors, s'il n'y a pas des systèmes de brevets qui garantissent à ces entreprises pharmaceutiques, à ces firmes pharmaceutiques de pouvoir avoir le droit de production exclusif sur une certaine période de leur recherche et jouir donc des fruits de leur recherche, les gens ne vont pas innover, les gens ne vont pas s'engager à sortir, comment l'appelle-t-on, les médicaments qui vont sauver des populations. Et donc, beaucoup de gens
vont mourir simplement parce que les droits de propriété ne sont pas garantis et donc cela n'incite pas d'innovation, cela n'incite pas à chercher et à développer des produits et services qui vont davantage améliorer le bien-être de la population. Donc voilà là où l'État a un grand rôle à jouer en matière de garantie des droits de propriété. L'intervention de l'État se justifie aussi pour deux raisons principales, à dire promouvoir l'efficience et assurer l'équité. Donc, quand on parle de l'efficience et l'équité, les économistes emploient l'expression défaillance du marché pour caractériser les situations où la main invisible ne parvient pas à résoudre elle-même le souci de l'allocation efficiente des ressources. Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles les marchés ne fonctionnent pas correctement. Donc, nous venons de dire que ce n'est pas le jeu de la concurrence que, effectivement, la main invisible parvient à travers les systèmes de prix à transformer les intérêts individuels en intérêts collectifs. Donc, s'il y a ce qu'on appelle défaillance de marché, particulièrement ce que nous appelons les externalités ou bien les pouvoirs de marché, ces situations-là ne vont pas permettre à la main invisible de pouvoir faire quoi? De pouvoir transformer, de pouvoir promouvoir le bien-être collectif de la population. Donc, il y a en quelque sorte externalité lorsque l'activité économique d'un agent économique a des conséquences, a des répercussions sur l'activité économique d'un autre agent économique sans que cela ne soit incorporé dans le système des prix qui sont pratiqués sur les marchés. Et donc, quand le marché ne peut pas prendre en compte ces effets que l'activité d'un agent économique a, ou bien les répercussions que l'activité d'un agent économique a sur l'activité d'un autre agent, donc on parle d'externalité. Et dans ces cas-là, la main invisible ne peut pas promouvoir le bien-être collectif. On parle aussi de pouvoir de marché. Donc, je le disais tantôt, quand on parle de pouvoir de marché, cela voudrait dire qu'un agent économique a la capacité d'influencer les prix sur le marché. Alors que quand il y a la règle de la concurrence, ce n'est pas un individu qui décide de fixer le prix, mais ce n'est pas le jeu de l'offre, de la quantité, des quantités offertes et des quantités demandées sur ce marché dans son ensemble qui détermine le prix d'équilibre. Alors, or, quand il y a les pouvoirs de marché, ça veut dire que soit ceux qui offrent le produit sont peu nombreux et surtout des fois, ils s'entendent pour pouvoir produire un certain nombre de quantités et influencer le prix du marché, ou soit c'est une seule personne carrément qui est sur le marché. Et donc, si vous avez besoin de ce bien, vous ne pouvez que vous intéresser à cette personne. Et donc, quand il y a les pouvoirs de marché, justement, la main invisible ne peut pas permettre de transformer les intérêts individuels en intérêts collectifs. En ce qui concerne l'équité, même lorsque la main invisible est en mesure d'assurer l'efficience, la main invisible est incapable, par exemple, d'assurer une distribution plus égale de la richesse. Qu'est-ce qu'on dit par là? Quand on parle de la production dans l'économie, il y a d'abord l'étape de la production et puis après la répartition, bien la distribution des biens qui sont produits au niveau donc, de l'économie. Donc, en fonction des capacités des gens à participer à l'activité économique, le fruit de la production sera réparti, n'est-ce pas, entre les agents économiques. Mais le fait que sur le marché, comment l'appelle-t-on, certaines personnes peuvent avoir des difficultés, n'ont pas les mêmes aptitudes, n'ont pas, comment l'appelle-t-on, les mêmes capacités, il peut se produire un problème sérieux au niveau de certains individus qu'on devait considérer dans la société, qu'on devait considérer dans des cas qu'on devait considérer dans la société. Si par exemple, dans la société, vous n'avez pas le revenu, vous ne pouvez pas consommer, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez rien faire. Donc, dans ces genres de situations, le marché ne s'occupe pas de ces personnes-là qui n'ont pas, par exemple, la capacité de pouvoir participer pleinement au marché, de gagner un revenu et de pouvoir faire quoi? Et de pouvoir acheter les quantités de biens et services dont ils ont. Aussi, au niveau même de cette même répartition, la répartition peut être inégalitaire. C'est-à-dire que certains agents économiques peuvent s'accaparer la plus grande partie du gâteau au détriment d'autres personnes. Donc, le marché ne parvient pas à résoudre ces genres de situations. Et donc, il faut que l'État, dans ces genres de situations, intervienne
pour pouvoir essayer de corriger cette inégale répartition des richesses au niveau donc de l'État, au niveau de la société. Toutefois, il faut retenir que le fait d'affirmer que le gouvernement peut parfois améliorer les solutions du marché ne signifie pas que ce sera toujours le cas. C'est-à-dire que l'intervention de l'État ne garantit pas tout le temps que, oui, même quand il y a, comment l'appelle-t-on, les externalités, quand il y a en fait défaillance de marché de façon générale, l'intervention de l'État va permettre effectivement d'améliorer les solutions du marché, c'est-à-dire les résultats, le bien-être collectif qu'on va obtenir si les marchés fonctionnaient normalement et que la main invisible jouait son rôle. Pourquoi? Parce que les décisions, l'intervention de l'État euh, se fait euh, par des politiciens. Donc, ce sont des décisions politiques et qui ne sont pas prises par des saints. Donc, ceux qui sont des décideurs politiques ne sont pas des saints non plus. Ils ont leurs intérêts cachés, ils ont leurs objectifs personnels. Et donc, dans cette intervention, ça ne veut pas dire nécessairement que, comment l'appelle-t-on, leur intervention puisse améliorer effectivement les résultats du marché en cas des situations qui nécessitent l'intervention euh, de l'État. Donc, c'est pourquoi, en quelque sorte, cette formation est aussi importante pour le Conseil du travail et le dialogue social de moi, parce que, étant des gens qui doivent influencer l'activité économique, ils ont besoin, n'est-ce pas, de ces éléments-là sur comment fonctionne effectivement l'activité économique pour pouvoir servir en quelque sorte de contre-pouvoir lorsque certaines décisions sont prises et elles sont vues comme des décisions qui ne sont pas de nature à promouvoir le bien-être de toute la population ou bien qui sont des décisions de nature à exclure certaines personnes de la société, en particulier lorsque on s'intéresse aux gens, les femmes particulièrement, ou bien dans la société, certains individus vulnérables, les handicapés, euh, les jeunes, ainsi de suite. Donc, la mise en place, en fait, de certaines politiques ne répond pas parfois uniquement, ne répond que parfois uniquement à l'influence des puissants intérêts. Donc, ce qui explique, par exemple, des fois, dans l'économie, l'émergence des situations de monopole, c'est que, par exemple, dans l'ancien temps, lorsque c'était les royaumes, donc certains chefs, lorsque certains individus se faisaient remarquer, par exemple, à des guerres ou à des situations particulières, pour les récompenser, en quelque sorte, on pouvait leur laisser la charge de la production exclusive de certains biens ou bien de certains services. Et donc, c'est seulement cette famille ou bien cet individu-là qui avait la charge exclusive de produire ça. Et c'est une récompense. Et donc, en termes de récompense, c'est qu'on veut que cette personne puisse s'enrichir en quelque sorte. Et donc, ça peut avoir des comportements opportunistes qu'en cherchant à s'enrichir, cela peut se faire au détriment de toute la population. D'autres fois encore, certaines décisions, et c'est là même ce qui est important à savoir, c'est que certaines fois, les décisions qui sont prises même par les dirigeants, ce ne sont pas des décisions bien informées. Donc, des fois, les dirigeants du pays manquent d'informations qualitatives et quantitatives qu'il faut pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut, pour pouvoir améliorer effectivement le bien-être de la population lorsque il y a les défaillances du marché. Donc, c'est pour dire en quelque sorte que les syndicats ou bien les organisations qui sont de nature à essayer d'influencer la mise en place des politiques économiques par les dirigeants ont effectivement une grande importance dans la société parce que même quand on laisse l'État d'intervenir pour améliorer la situation du marché, ce n'est pas évident. Mais pour contribuer à l'amélioration du bien-être collectif, en remédiant par exemple à une externalité telle que la pollution atmosphérique
en fournissant un bien public comme la défense nationale ou en réglementant l'utilisation des ressources communes comme la pêche dans la mer, l'État a besoin de ressources pour pouvoir financer ses activités. Alors, on dit que s'il y a des faillances des marchés, il faudrait que l'État intervienne, par exemple, dans l'économie pour essayer d'améliorer les résultats du marché, en fait, pour pouvoir promouvoir ce bien-être collectif-là qui était attendu du côté de l'organisation de l'activité économique purement par le marché. Mais pour le faire, l'État ne peut pas intervenir comme ça. L'État a besoin des moyens. L'État a besoin des ressources pour pouvoir financer ses activités d'intervention sur le marché. Et donc, pour pouvoir le faire, ces ressources-là, l'État l'obtient à travers les impôts et taxes. Donc, l'État prélève donc les impôts pour financer ses activités et assurer ses fonctions d'État donc, au niveau donc, de la société. Donc, c'est pourquoi, dans le cadre de ce cours, l'objectif même de ce cours, c'est de voir comment l'État, dans son interventionnisme, devait améliorer même la mobilisation de ces ressources-là. Puisque s'il doit prélever l'impôt, il y a aussi de ce côté une manière de pouvoir le faire et pour pouvoir financer ces activités d'intervention visant à améliorer le bien-être de la population et assurer aussi ses fonctions. Mais donc, il faut donc, avant d'arriver là, c'est pourquoi il était nécessaire de comprendre effectivement comment l'économie fonctionne. Donc, pour comprendre la fiscalité, il s'avère important de maîtriser les éléments de base concernant les recettes et les dépenses publiques, donc qui sont un moyen d'intervention de l'État ou des administrations publiques dans l'économie et la société, en plus des autres modes d'intervention tels que les lois, la réglementation, le contrôle des entreprises publiques. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à une crise partout. Les États se déploient pour pouvoir trouver des solutions à la crise, non seulement pour pouvoir contenir la pandémie, c'est-à-dire résoudre le problème de la maladie, mais au même moment pour que les économies ne puissent pas en pâtir et que les économies tombent. Donc, dans cette perspective, il est important pour comprendre comment l'État, à travers les impôts que l'État collecte pour pouvoir financer ses activités d'intervention, pour pouvoir les comprendre, pouvoir les maîtriser et pouvoir influencer en quelque sorte ces décisions politiques, il faudrait maîtriser ce qu'on appelle les recettes et les dépenses publiques. Donc, pour maîtriser donc, les recettes donc, et les dépenses publiques, il est important de pouvoir comprendre les principes sur lesquels euh, les dépenses publiques de l'État, puisque quand l'État collecte les impôts et taxes, l'État transforme ces impôts et taxes en dépenses. Donc, l'État utilise ces ressources-là pour dépenser. Donc, il est important de connaître les principes, de maîtriser les principes classiques des finances publiques, puisque pour que l'État puisse intervenir, il doit collecter les impôts et taxes. Maintenant, comment doit s'organiser cette activité de collecte des impôts et taxes pour pouvoir financer l'activité ou bien ses interventions sur le marché afin de promouvoir le bien-être collectif. Notons que donc, nous sommes avec donc, les principes classiques des finances publiques. Donc, au XVIIIe siècle, des principes de finances publiques sont mis en avant, notamment pour empêcher que les finances de l'État ne nuisent aux activités individuelles privées. Puisque c'est vrai que l'État doit intervenir et donc l'État doit prélever les taxes et impôts pour pouvoir financer ses activités. Il faut aussi cadrer cette activité-là. Il faudrait que cette activité soit une activité cadrée pour que l'intervention de l'État ne puisse pas nuire, puisque même quand l'État intervient, on ne dit pas que l'État se substitue, c'est-à-dire l'État prend totalement la place, vient reprendre la place des entreprises et des ménages. Non, on est toujours dans l'organisation
de l'activité économique par le marché, mais en cas de défaillance de marché, l'État intervient. Donc, maintenant, il faudrait que l'intervention de l'État ne nuise pas aux activités des entreprises individuelles et des ménages qui constituent donc l'économie. Donc, ces principes classiques qu'il faut essayer de respecter pour que l'activité ou bien l'intervention, la collecte des impôts et taxes ne puisse pas nuire aux activités des entreprises sont les suivants. Le premier principe, c'est que les dépenses publiques doivent être limitées au strict nécessaire. Voilà. Les dépenses de l'État doivent être limitées au strict nécessaire. Donc, l'État ne doit pas alourdir, par exemple, le système fiscal, puisque les dépenses que l'État fait en principe devaient venir des prélèvements d'impôts. Donc, l'État ne doit pas alourdir ses dépenses de telle sorte que, en cherchant à prélever davantage les impôts pour pouvoir financer ces dépenses, qu'il puisse nuire aux activités, puisque quand on taxe davantage les biens et services, leur prix augmente sur le marché et donc les consommateurs vont en pâtir puisque la charge donc, de la taxe est répartie entre les consommateurs et, comment l'appelle-t-on, les producteurs en fonction de l'élasticité de la demande. Donc, les dépenses publiques doivent être limitées au strict nécessaire. Puisque à ce niveau, lorsque on est dans un système d'organisation de l'activité économique par le marché, purement, c'est-à-dire avec l'approche purement classique ou bien selon le point de vue des économistes classiques, l'État doit intervenir de façon minimale. C'est-à-dire que si l'État doit intervenir dans l'économie, il ne faudrait pas que ce soit, on donne un rôle prépondérant à l'économie. Donc, quand on parle d'un principe classique, ça veut dire que ces principes classiques-là respectent cette vision donc, des économistes classiques qui ne donnent pas une grande place à l'État dans l'économie. Donc, dans cette pensée des économistes classiques, ils ne conçoivent pas l'impôt comme un outil qui permet d'influencer les choix d'allocation des ressources des individus, de stabiliser l'activité économique ou de redistribuer les revenus. Donc, on ne voit pas que l'État collecte les impôts pour pouvoir influencer la manière dont les ressources doivent être allouées dans la société. Ce n'est pas le rôle de l'État. L'État ne doit pas chercher à changer la manière dont les ressources doivent être allouées par les agents économiques. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent le faire librement. Ils doivent le faire librement. L'État ne doit pas collecter ça aussi pour pouvoir stabiliser l'activité économique ou bien redistribuer les revenus. Bon, parlons particulièrement de la stabilisation de l'activité économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point de vue controversé puisque il y a plein de théories, n'est-ce pas, qui ont montré les externalités positives donc, des dépenses publiques en matière de croissance. Et donc, même si ce point de vue classique réduit, ramène le rôle de l'État à un minimum, aujourd'hui, les théories de la croissance endogène ont quand même montré le rôle important que jouent les dépenses publiques dans la promotion de la croissance. Et donc, quand il y a croissance, il y a redistribution des fruits de la croissance et donc amélioration du bien-être et réduction de la pauvreté, amélioration du bien-être. Donc, quelque part, c'est un point de vue quand même controversé, mais pour le moment, selon donc ces économistes classiques, voilà comment cette activité de collecte des taxes et impôts doit être cadrée. L'impôt aussi ne doit pas gêner les contribuables. L'État doit chercher à s'assurer le rendement le plus élevé possible des impôts. Un montant élevé des recettes fiscales en créant le moins de distorsions possible entre les prix et les rémunérations qui s'établissent sur les marchés. Donc, si, comment l'appelle-t-on, l'État doit intervenir à travers la collecte des impôts et taxes, cette activité de collecte ne doit pas déranger effectivement les contribuables. Et de notre côté, il faudrait que ce que l'État va collecter, qu'il y ait un rendement important
un rendement élevé pour la société dans son ensemble. On ne peut pas collecter les ressources auprès de la population et le retour sur les dépenses qu'on fait avec ces ressources-là, le rendement n'est pas important, c'est-à-dire la satisfaction n'est pas grande. Donc, il faudrait que quand l'État collecte ses impôts et taxes, il faudrait que ce soit financé de manière à pouvoir apporter un rendement élevé possible. L'autre principe, donc le deuxième principe, c'est que l'impôt doit être aussi léger que possible et neutre. L'impôt doit être léger. L'impôt ne doit pas être aussi lourd et aussi il doit être neutre. Il ne doit pas cibler seulement, comment l'appelle-t-on, certains individus, tels que nous étions en train de dire que, bon, comment l'appelle-t-on, ceux qui mettent, qui font la politique, c'est-à-dire les politiciens ou bien les dirigeants, ne sont pas des saints. Si, par exemple, cette activité n'est pas cadrée et que dans la société, peut-être, c'est juste un exemple, que un opposant, on voit que bon, un opposant est en train de, comment l'appelle-t-on, réussir son business et avec son business là, ça devait lui permettre de générer assez de ressources et que demain, il va servir vraiment de contrepoids au niveau des élections et au niveau des élections. On peut décider de nuire en ciblant son entreprise pour le taxer fortement. Donc, cette activité-là doit être neutre. On ne faudrait pas qu'on fasse ça juste pour des intérêts déplacés. Le troisième principe, c'est que l'équilibre budgétaire doit être atteint chaque année. Quand on parle de l'équilibre budgétaire, ça veut dire que il n'y a ni excédent ni déficit. C'est-à-dire que la quantité, les dépenses que l'État planifie doivent être exactement compensées par les ressources que l'État va collecter. Donc, il ne faudrait pas que les dépenses dépassent, comment appelle-t-on, les ressources que l'État prévoit collecter dans le cadre des prévisions budgétaires. Donc, il ne faudrait pas que l'État se mette à s'endetter. Donc, pourquoi on fait la promotion de l'équilibre budgétaire? C'est que, puisqu'on ne veut pas que, justement, l'impôt ou bien les taxes, la collecte de ces ressources-là puisse nuire à l'activité économique des entreprises et des individus, ça fait que le prélèvement des impôts, s'il y a un excédent budgétaire, dans la pensée économique classique, on conçoit ça comme si c'est un prélèvement trop élevé. Et donc, cela contredit l'autre principe. Cela contredit l'autre principe, c'est-à-dire selon lequel l'impôt ne doit pas être très lourd, ne doit pas déranger les contribuables. En ce qui concerne maintenant le déficit, c'est-à-dire que l'État ne doit pas creuser le déficit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire des dépenses qui dépassent les ressources qu'il va collecter, c'est que les dépenses de l'État ne sont pas considérées comme justement une activité productive, telle que je venais de dire, je venais de l'expliquer de l'autre côté. Donc, ça dit que quand l'État fait les dépenses, ces dépenses-là ne vont pas produire grand-chose en termes de croissance. Donc, ça ne génère pas de revenus futurs supplémentaires pour l'économie, alors que aujourd'hui, ce n'est pas évident. Un modèle de croissance montre que si l'État s'endette et donc augmente ses dépenses publiques à travers l'effet multiplicateur, cela devrait permettre de faire quoi? De pouvoir apporter davantage de ressources au niveau de l'économie. Aussi, dans le courant néoclassique, le déficit n'est pas conçu comme un moyen de stabiliser l'activité économique. Donc, voilà, justement. Enfin, le rejet du déficit repose aussi sur les conséquences de son financement. Donc, un déficit signifiant que les dépenses sont supérieures aux recettes. Pour le corriger, il y a trois possibilités donc, pour financer le déficit. Donc, soit l'État augmente les impôts. Donc, quand l'État augmente les impôts, il nuit aux activités donc, de ses contribuables. Soit l'État crée de la monnaie, ou soit l'État va aller sur les marchés pour emprunter
ou bien cibler certains bailleurs de fonds pour pouvoir financer, comment l'appelle-t-on, son activité. Donc, or, l'autre chose, c'est que la levée d'impôts supplémentaires nuit à l'activité des entreprises et des ménages. D'un autre côté, la création de la monnaie dans la pensée, comment l'appelle-t-on, classique, fait quoi? Génère des tensions inflationnistes, donc entraîne des augmentations de prix. Et donc, d'un autre côté, aller emprunter de l'argent sur les marchés financiers ou bien auprès des bailleurs multilatéraux, ça veut dire que c'est en quelque sorte une autre dépendance vis-à-vis donc de l'extérieur. Un autre principe, c'est que le recours à l'endettement doit être réservé aux circonstances exceptionnelles. Donc, si au finish, l'État doit s'endetter, ça veut dire que s'il doit rompre ce principe d'équilibre budgétaire, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple en période de guerre, où par exemple, on a besoin rapidement, par exemple, de ressources pour pouvoir acheter le matériel de guerre et faire face, défendre la nation. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas attendre que les contribuables puissent payer leurs impôts. Parce que ce serait un processus trop long et qui ne va pas permettre à l'État de pouvoir réagir rapidement. Dans des cas, des circonstances exceptionnelles comme des catastrophes, comme des inondations, comme des tsunamis ou bien une crise sanitaire comme la COVID-19 dans laquelle nous retrouvons aujourd'hui, où véritablement nul ne s'attendait à une crise sanitaire comme ça. Elle est venue surprendre tout le monde. L'État ne peut pas attendre de générer nécessairement toutes les ressources à la fin de l'année avant de dire, bon, maintenant que nous avons généré les ressources qu'il faut, nous pouvons chercher à regarder si on peut intervenir. Non, non. À ce moment-là, l'État doit chercher rapidement les ressources pour pouvoir financer son intervention, pour soulager en quelque sorte de façon la plus rapide possible la situation des populations précarisées par ces catastrophes ou bien ces situations peut-être de guerre qui viennent agir sur les populations. Donc, voilà en quelque sorte résumé ces principes classiques des finances publiques, donc le cadre dans lequel la collecte donc, des ressources par l'État pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir financer ces interventions sur le marché doit être organisée. Maintenant que nous avons compris donc, ces principes dans lesquels, enfin, on dit classiques parce que ces principes sont dominés par la pensée des économistes classiques. Donc, maintenant que nous avons une idée sur ces éléments, nous allons voir comment est-ce que les dépenses publiques dans le monde ont évolué euh, dans le monde et qu'est-ce qui expliquait l'évolution de ces dépenses publiques pour comprendre encore un peu comment le rôle de l'État va évoluer dans l'économie en fonction de la situation économique particulière dans laquelle on vit. Donc, pour pouvoir comprendre effectivement la situation de nos pays aujourd'hui. Parce que, bon, souvent on dit, bon, les États africains sont surendettés, les États africains sont, mais pourquoi, comment est-ce qu'on est arrivé à ce genre de situation? Mais ici, nous allons d'abord considérer, dans le cadre de cette introduction, une analyse globale au niveau du monde, dans son ensemble, et après, quand nous allons évoluer, n'est-ce pas, dans les autres modules, nous comprendrons davantage la spécificité des pays donc de l'UEMOA en matière de gestion des dépenses publiques, c'est-à-dire leur situation actuelle en matière de gestion des finances publiques. Mais de façon globale, au niveau donc, de l'économie dans son ensemble, donc, nous allons parler donc des facteurs d'évolution des dépenses publiques de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, comment les dépenses publiques ont évolué et quel rôle, on a en quelque sorte, quel rôle l'État a joué dans ces cadres-là. Puisque voilà, chaque période est particulière, chaque période de l'histoire est particulière, elle réservait des circonstances particulières.
Et donc, en fonction de la conjoncture, en fonction de l'évolution de l'activité économique et la crise qui naît, comment est-ce que les États réagissent? Quel rôle on donne à l'État? Comment est-ce que les États réagissent? Et comment, en réagissant, comment leurs dépenses publiques évoluent en conséquence? Donc, commençons par dire qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, la part des dépenses publiques dans le revenu national n'est pas revenue à celui d'avant-guerre. Pour dire en fait que par rapport à la période avant-guerre, les dépenses publiques au niveau mondial ont augmenté. Parce que pour participer à la guerre, il faut les ressources pour pouvoir participer à l'effort de guerre. Donc, quand nous restons dans l'économie mondiale, on voit les grands pays, le comportement des grands pays euh, qui ont les économies euh, qui nous permettent davantage de comprendre l'organisation de l'activité économique par le marché et le rôle de l'État, comme les États-Unis. Donc, cette situation s'explique au niveau mondial, d'une part, par le fait que les États-Unis faisaient face aux conséquences économiques et sociales donc, de la guerre. Donc, les dépenses de reconstruction des infrastructures du pays, donc quand il y a la guerre, on a cassé, on s'est tiré dessus, on a détruit, la guerre a détruit beaucoup de choses, donc on comprend quels sont ceux qui sont vaincus et quels sont ceux qui sont victorieux, mais de toutes les façons, dans les deux camps, les gens vont subir. Donc, il y a des dépenses de reconstruction des infrastructures du pays, des pensions à verser aux anciens combattants, ou bien des aides qu'on va verser aux veuves et aux orphelins, des soins hospitaliers pour les invalides et des gens qui sont mutilés au niveau donc de la guerre, la prise en charge des malades, étant donné, par exemple, les ravages de la grippe espagnole. Voilà. Donc, c'est cette période-là. Il y a eu aussi la grippe espagnole comme la crise sanitaire de la COVID que nous vivons aujourd'hui, qui est arrivée, qui a frappé les pays et donc qui a amené donc, au niveau des États à prendre des mesures budgétaires, à dire, essayer d'augmenter leurs ressources pour pouvoir prendre en charge les ravages que cette grippe espagnole-là a apporté, a fait subir à la population. Donc, pour pouvoir soulager la population, comme aujourd'hui, on est en train de lutter avec la pandémie de COVID-19. Donc, voilà ce qui a expliqué l'augmentation des dépenses euh, au niveau, par exemple, des États-Unis. D'un autre côté, l'activité économique s'est effondrée, justement. C'est ce que nous sommes exactement en train d'observer aussi au niveau de cette pandémie de COVID. Donc, quand on est plus concentré sur la guerre, donc c'est normal que l'économie puisse en pâtir. Et donc, l'activité économique s'est effondrée. Donc, pendant la crise de 1929, donc, la production industrielle a chuté, le chômage a été à des niveaux très élevés. Donc, les prix des produits ont baissé, les prix des produits ont baissé et les échanges commerciaux se contractent en raison donc de la chute de la production et d'un retour presque au protectionnisme. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de décrire par rapport à cette période de l'entre-deux-guerres-là, c'est exactement quelque chose comme ça que nous sommes en train de vivre de façon similaire aujourd'hui avec cette pandémie de la COVID-19. La COVID-19 est arrivée pour protéger les populations. Quelque part, il faut prendre des mesures drastiques de fermeture des frontières pour que la maladie ne puisse pas se propager rapidement et pouvoir détruire les vies parce que la vie n'a pas de prix. Mais d'un autre côté, ces populations qui vont vivre, elles ont besoin de cette économie pour vivre. Donc, les pays se trouvent dans un dilemme de pouvoir sauver l'économie et au même moment sauver les vies donc, des populations. Et donc, quand l'activité qui devait en réalité permettre aussi aux populations de pouvoir vivre n'est pas au point qu'il faut, il faudrait aussi que l'État, en quelque sorte, puisse intervenir pour sauver la vie des entreprises et des ménages qui se trouvent en difficulté liées à des crises qui interviennent. Donc, de façon générale, on note que les dépenses publiques sur cette période-là
ont augmenté. Donc, au début de la crise donc, de 1929, les gouvernements n'ont pas intervenu tout de suite en matière de leur rôle. Les gouvernements n'ont pas intervenu tout de suite pour soutenir l'activité économique. Par exemple, aux États-Unis, le président américain Clark Hoover a augmenté même les taxes en 1962 pour essayer d'équilibrer le budget et restaurer la confiance. Parce qu'on était dans ce moule-là d'équilibre budgétaire. Voilà. Il faudrait que les dépenses que nous effectuons soient effectivement équilibrées par les ressources que nous prélevons. Et donc, dans cette situation de crise où les entreprises avaient de la peine même à s'en sortir, lui, il a trouvé que ce qu'il devait faire, c'est d'augmenter même les taxes pour pouvoir équilibrer le budget, puisqu'il faudrait que le supplément de dépenses qui sont nécessaires pour pouvoir lutter contre la crise, au même moment, ça doit être financé par les impôts. Mais ça n'a pas été le point de vue de Delano Roosevelt, qui, en 1932, élu, va lancer le New Deal en 1933, qui est un ensemble de mesures de relance de la consommation, de grands travaux publics et de réforme du système économique. Donc, vous voyez que ici, le New Deal, quand on parle de relance de la consommation, de grands travaux publics et de réformes économiques, ces réformes-là ne peuvent se faire qu'à travers les ressources, à travers l'augmentation des dépenses, à travers une augmentation des dépenses. Donc, pendant la Grande Dépression des années 30, la conception du rôle de l'État a évolué. Donc, vous voyez ce que Clark Hoover a eu à faire pour satisfaire l'équilibre budgétaire et ce que Delano Roosevelt, élu candidat démocratique, bon, Clark, c'était un candidat républicain. Maintenant, Roosevelt, lui, c'est un candidat démocrate. Donc, il change sa conception, sa manière de voir l'organisation de l'activité, sa manière de l'interventionnisme. Et donc, à ce niveau-là, le rôle de l'État dans l'économie a évolué à cause donc de cette crise qui est arrivée. L'interventionnisme se diffuse. Donc, le fait que Delano Roosevelt, avec le New Deal, qui est même d'ailleurs aujourd'hui, hein, et encore tenté, parce que avec la crise de, 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 de la COVID-19, on a vu un nouveau New Deal qui est en quelque sorte lancé, et particulièrement pour les pays africains. Et donc, à cette période-là, justement, c'est ces New Deal-là, de politique, de grands travaux, de relance de l'activité économique, que le président Delano Roosevelt a eu à mettre en place. Donc, aujourd'hui, tel que hier, l'interventionnisme s'est diffusé, donc à la place du maintien du rôle minimal donc, de l'État, motivé par le fait que les mécanismes de marché ne suffisent pas à faire sortir le pays de la crise. Et donc, par conséquent, la nécessité de soutenir va de diriger l'économie et d'aider les personnes qui ont fait faillite ou qui sont dans le chômage. Donc, les entreprises qui ont fait faillite, il faut donc intervenir pour pouvoir sauver ces entreprises-là qui ont fait faillite. Il faudrait que les ménages qui se retrouvent dans une situation de chômage liée à la pandémie, par exemple de la COVID-19, puissent être assistés. Donc, voilà en quelque sorte, mais pour pouvoir justement mettre en place ce genre de programme, il faut effectivement les dépenses publiques. C'est à travers les dépenses publiques que l'État le fait. Donc, et l'État le fait, il a plusieurs possibilités pour le faire. Mais est-il que quand des crises comme ça arrivent, les dépenses publiques augmentent? Donc, c'est pour dire qu'à travers cette histoire que nous sommes en train de parcourir, ça devait nous faire comprendre en quelque sorte le rôle quand nous allons arriver au niveau donc, des États de l'UEMOA à analyser particulièrement l'impact de la COVID sur les économies des États membres de l'UEMOA. On va comprendre comment ont évolué les indicateurs budgétaires. On ne sera pas, comment on l'appelle, on comprendra davantage pourquoi ces indicateurs budgétaires ont pu évoluer comme ça. Qu'est-ce qui expliquerait l'évolution de ces indicateurs budgétaires? Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de présenter cette histoire de l'évolution donc, des dépenses publiques. Maintenant, donc, de la Seconde Guerre mondiale, au début des années 80,
Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les dépenses qui étaient essentiellement militaires ont fortement augmenté, surtout au Japon, qui était un pays agresseur. Donc, les dépenses publiques représentaient 91% du revenu national. Et au Royaume-Uni, qui est un pays défenseur, les dépenses publiques étaient estimées à 51% du PIB. Donc, à cette période-là, donc, les soldes budgétaires se sont fortement détériorés, surtout dans les pays assaillants. Donc, bon, quand c'est vous qui voulez, comment on peut lancer les guerres, il faudrait que vous mettez tous les moyens de votre côté pour pouvoir gagner la guerre. Et donc, bon, l'autre réagit par effet de surprise. Mais vous, vous avez pris cette décision, mûri cette décision davantage avant donc de vous lever. Donc, le déficit de l'État était estimé à 45% du revenu national en Allemagne et 41% au Japon. Donc, vous voyez que ce sont vraiment ceux qui étaient les instigateurs, les gens qui véritablement étaient les tenants donc, de la guerre. Les dettes publiques ont aussi augmenté donc, considérablement. Donc, la dette du Royaume-Uni avait atteint 270% du revenu national en 1946. 270% du PIB en 1946. Donc, tout cela participait à l'effort de guerre. Maintenant, pendant la période des 30 glorieuses, c'est-à-dire de 1946, donc après la Deuxième Guerre mondiale, donc de 1946 à 1973, l'État intervient de plus en plus dans l'économie et la société, étant donné la nécessité de reconstruire l'économie, mais aussi sous l'influence des idées keynésiennes. D'après l'œuvre de l'économiste John Maynard Keynes, dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, et du développement donc, des systèmes de sécurité sociale, donc, à la suite donc, de la guerre. Donc, l'État, le rôle de l'État a commencé davantage par augmenter, c'est-à-dire la place qu'on donne à l'État dans l'organisation de l'activité économique a pris de l'ampleur avec tous les phénomènes que le monde a vécu sur cette période-là. La Première Guerre mondiale, la crise économique de 1929 et puis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont vraiment des événements compliqués, difficiles, dont le bilan est très lourd. Et donc, en cette période de guerre, en cette période de crise économique, donc le rôle de l'État devient davantage important. Et il faudrait que l'État intervienne davantage. Et donc, l'État ne peut intervenir davantage que à travers, n'est-ce pas, les dépenses publiques. Et aussi, donc, pour relever l'économie et aussi ceux qui sont sortis affaiblis donc, de ces genres de situations, de pouvoir relever ces individus-là. Mais au moment des 30 glorieuses, même si l'intervention de l'État est devenue beaucoup plus importante, donc cet élément-là est très important, la part des dépenses publiques dans le PIB n'a pas augmenté fortement. Pourquoi? Parce que la croissance économique est forte et le chômage est faible en ce moment. Donc, comment l'appelle-t-on? Même si on reconnaît, c'est-à-dire la place de l'État peut devenir davantage important, mais quand il y a la croissance, ça veut dire que l'État n'aura pas besoin de dépenser énormément pour pouvoir intervenir dans l'économie. Donc, au cours de la période des 30 glorieuses, c'est la période de la croissance, de forte croissance. Donc, les économies se portaient normalement, la guerre est terminée, la confiance est revenue, les agents économiques qui étaient occupés à faire la guerre se consacrent à la production des biens et des services. Et donc, il y a la croissance. Donc, quand il y a la croissance, même si la place de l'État dans l'économie, l'État devient davantage dans l'économie, les dépenses publiques n'ont pas augmenté fortement parce qu'il y a la croissance. Et donc, quand il y a la croissance, l'État n'a pas besoin d'intervenir pour stabiliser l'activité économique. D'un autre côté, le chômage est faible parce que quand il y a la croissance, on a besoin d'employer davantage d'individus pour pouvoir produire davantage.
Et donc, quand le chômage est faible dans l'économie, donc l'État n'aura pas besoin de mettre en place les programmes pour pouvoir faire quoi? Et aider les gens à sortir donc, du chômage. Donc, ce qui fait que même quand le rôle de l'État intervient de plus en plus, les dépenses publiques n'ont pas augmenté à cette période. Pendant cette période aussi, donc, quand les dépenses n'augmentent pas, c'est que les déficits, la conséquence, c'est que les déficits se creusent de moins en moins. Donc, les déficits se creusent de moins en moins. Ces déficits-là représentaient 2% du PIB en moyenne dans les pays du G7, 1% en Allemagne, 2,8% en France à cette période donc, des 30 glorieuses. Donc, il en résulte une diminution de l'endettement public puisque quand on ne creuse pas assez le déficit, parce que quand il y a déficit et que on ne peut pas, comment l'appelle-t-on, alimenter ce déficit-là par une augmentation des impôts, c'est que on est obligé d'aller s'endetter. Donc, l'endettement aussi a diminué. L'endettement était inférieur à 10% du PIB en Allemagne et autour de 25% en France. Donc, voilà un peu comment ces éléments donc, des finances publiques ont évolué à cette période-là. Sur le plan donc, des idées, les travaux de Keynes ont apporté des justifications davantage à l'interventionnisme. Nous ne voulons pas vraiment rentrer dans toute l'économie, dans ces détails. Sinon, retenons tout simplement que Keynes donne un rôle actif aux politiques économiques conjoncturelles du gouvernement, c'est-à-dire politique économique lorsque, en fonction du comportement de l'activité économique, en fonction de l'évolution de l'activité économique. Donc, ça fonctionne de stabilisation. Puisque d'après Keynes, l'économie peut être très bien en équilibre, mais être un équilibre de sous-emploi, donc des facteurs de production. Et on appelle ici facteurs de production le capital, le travail, donc la main-d'œuvre. C'est à travers la main-d'œuvre que le chômage est résolu, le problème du chômage est résolu. Donc, s'il y a un équilibre, mais un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire un équilibre où il y a le chômage, il faudrait que l'État puisse intervenir dans l'économie pour pouvoir résoudre le problème du chômage. Puisque quand il y a le chômage, ça veut dire que, comment l'appelle-t-on, certaines personnes ne trouvent pas du travail. Et quand elles ne trouvent pas du travail, ça veut dire que dans une économie euh, euh, où l'activité économique est organisée par le marché, si vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas consommer non plus, vous ne pouvez pas acheter les biens et services pour satisfaire vos besoins. Donc, vous serez en quelque sorte exclu. Et donc, le bien-être de toute la population ne sera pas maximisé. Donc, et c'est pourquoi il faut effectivement intervenir pour pouvoir résoudre le problème du chômage. Et donc, l'État, en intervenant pour résoudre le problème du chômage, il est en train de promouvoir le bien-être collectif en améliorant les résultats du marché. En conséquence, donc, Keynes considère que l'État doit intervenir lorsque les mécanismes du marché ne permettent pas la réalisation du plein emploi et notamment en période de crise. Voilà, nous sommes dans une situation particulière où justement le chômage est en train de prendre son envol, le chômage est en train d'augmenter à cause de la réduction de l'activité, de la contraction de l'activité économique liée à la pandémie. Et donc, dans ce genre de situation, l'État doit effectivement intervenir parce qu'il y a effectivement une crise sanitaire qui est en train de frapper les pays. Cette intervention devra consister à une relance de la demande globale. Donc, qui dit relance de la demande globale, quand on prend l'équation macroéconomique fondamentale, ça veut dire que l'élément sur lequel l'État va agir justement pour relancer la demande globale, c'est sur les dépenses publiques. Donc, au finish, la période des 30 glorieuses est aussi celle où se sont développés les systèmes de sécurité sociale. C'est en particulier l'organisation d'un système britannique de sécurité sociale, donc sous l'influence du rapport Beveridge de 1942, qui marque l'avènement d'un État, de l'État de bien-être welfare state, où en quelque sorte, à ce niveau-là, l'État doit s'occuper véritablement de promouvoir le bien-être de tous les individus donc, dans la nation. Et donc, c'est là que naît
cette idée donc de l'État-providence qui doit assurer le bien-être de chaque citoyen de sa naissance jusqu'à sa mort par une fonction d'assistance et d'assurance sociale, maladie, famille, vieillesse, chômage, pauvreté. Donc, si les États aussi ici interviennent aujourd'hui avec les systèmes de protection sociale, justement, c'est alimenté par ces évolutions d'idées dans l'histoire. Même si les pays africains en matière de système de sécurité sociale sont en retard dans ce domaine, justement, c'est parce que quand vous n'avez pas de budget, votre priorité est ailleurs et donc c'est d'abord l'économie avant les systèmes de sécurité sociale. Donc, à partir donc, de cette période, la part des dépenses sociales dans les dépenses publiques totales ont commencé par augmenter progressivement. La décennie maintenant des années 70, la décennie des années 70 est celle des chocs pétroliers, donc qui a marqué les économies avec le premier choc pétrolier entre 1973 et 1974 et le second entre 1979 et 80. Donc, quand il y a le choc pétrolier, c'est que c'est la hausse des prix du pétrole. Donc, quand le prix du pétrole augmente, vous savez que c'est un élément important dans la détermination des prix des biens et services, c'est-à-dire que ça rentre dans les coûts de production des entreprises, d'offres de biens comme de services. Et donc, avec cette hausse du prix du pétrole, il y a une augmentation des coûts de production dans les pays importateurs de pétrole et une diminution de l'offre de biens. Donc, une hausse donc, de l'inflation et une montée donc, du chômage. Voilà la caractéristique donc, de cette période-là qui a marqué ces chocs pétroliers. Et donc, quand, comment l'appelle-t-on, l'offre de biens baisse et il y a l'inflation et le chômage aussi grimpe, donc phénomène qu'on a qualifié de stagflation selon la terminologie des économistes. Donc, où il y a la montée de l'inflation et du chômage en même temps simultanément, alors que selon l'économiste Phillips, donc la courbe de Phillips nous dit qu'il y a un arbitrage entre l'inflation et le chômage avec les ratios de sacrifice qui permet de laisser, qu'on pouvait laisser augmenter l'inflation pour pouvoir réduire en quelque sorte le chômage, ou bien on pouvait laisser augmenter le chômage à des fins de réduction d'inflation. Maintenant, les périodes de choc pétrolier étaient des périodes particulièrement où on a constaté une augmentation à la fois de l'inflation et donc du chômage. Donc, dans ces genres de situations, l'inflation n'est pas quelque chose qui arrange, comment l'appelle-t-on, l'activité économique. Donc, l'augmentation du niveau des prix n'est pas du genre à aider les agents économiques dans leur prise de décision rationnelle. De même, le chômage n'est pas du genre à faire quoi? À promouvoir le bien-être de toute la population. Donc, il faut donc de l'intervention. Il faut que l'État intervienne. Et donc, des politiques de relance de l'activité économique ont été adoptées, en particulier au Royaume-Uni et en France, pour lequel nous sommes en train de voir. Nous y viendrons, particulièrement pour les pays de l'UEMOA qui font l'objet de notre étude dans le cadre de cette formation, mais où nous allons nous concentrer fortement sur la question du COVID-19. Maintenant, sur la période 1973 à 1982, comment est-ce que les dépenses publiques se sont comportées? C'est que la part des dépenses publiques dans le PIB est de 37% en France, 23% au Royaume-Uni. Et les déficits publics ont persisté, mais sont à des niveaux relativement faibles. Au total, pendant cette période, l'intervention de l'État dans l'économie a consisté à réaliser, selon la terminologie ou la typologie de Richard Musgrave, dans sa publication The Theory of Public Finance en 1959, trois grandes fonctions. L'État a joué trois grandes fonctions. D'abord, l'allocation des ressources. Donc, l'allocation des ressources. Donc, comment corriger, pour corriger les défaillances des mécanismes de marché. Donc, l'État intervient pour pouvoir corriger les défaillances des mécanismes de marché. D'un autre côté, il a joué aussi le rôle de redistribution des revenus.
l'État a joué aussi le rôle de distribution de revenus, par exemple, qui consiste à réduire les inégalités de revenus. Aujourd'hui, c'est un des objectifs de politique économique dans le monde, c'est de réduire donc, les inégalités de revenus et aussi à jouer le rôle de stabilisation de l'activité économique, c'est-à-dire de corriger les déséquilibres macroéconomiques. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous pouvons retenir sur cette période-là. Enfin, à partir des années 80, maintenant, au début des années 80, se développent des critiques contre l'interventionnisme dans l'évolution des idées, du fait de la faible rentabilité des entreprises publiques, le poids excessif de la fiscalité, les déséquilibres macroéconomiques, inflation élevée, déficit budgétaire, déficit commerciaux, liés aux politiques de relance, aux coûts élevés et les effets pervers des systèmes de protection sociale généreux qui incitent les gens à se comporter comme des assistés. Donc, à partir des années 80, on a fini par critiquer l'interventionnisme de l'État parce que, quoi, on a vu que l'État a intervenu, mais il n'y a pas de résultat. Il y a la fiscalité qui est élevée, c'est-à-dire qu'on prélève davantage d'impôts, mais on continue d'observer l'inflation, on continue par voir des déficits commerciaux qui sont énormes, alors qu'il y a eu de nombreuses politiques de relance pour pouvoir résoudre ces genres de problèmes-là. Et donc, d'un autre côté, les systèmes de protection sociaux qui étaient développés ont amené des gens véritablement à se comporter comme des assistés. Bon, des gens, au lieu peut-être des fois de se mettre véritablement au travail, aux activités de production et autres, comme il y a comment, ces systèmes de sécurité sociale pour pouvoir leur prendre en charge, donc les gens peuvent se livrer facilement, n'est-ce pas, au loisir. Voilà, donc des comportements opportunistes qui peuvent surgir au niveau donc, de l'économie. Et donc, pour ce faire, comme l'État était intervenu véritablement au niveau aussi de l'activité économique à travers aussi l'installation des entreprises publiques ou parapubliques, maintenant, dans les années 80, avec cette critique donc, de l'interventionnisme de l'État, vont naître les questions de privatisation. Donc, vont naître des questions de privatisation, les mesures de privatisation, la déréglementation, des réductions d'impôts. Donc, durant ces années, se diffusent donc les thèses monétaristes donc de Milton Friedman et de l'école de Chicago qui influencent la mise en place des politiques monétaires destinées prioritairement à lutter contre l'inflation. Donc, qu'est-ce que les banques centrales vont faire? Donc, les banques centrales vont réduire l'offre de monnaie et donc, il va en résulter une forte hausse des taux d'intérêt. Et on observe alors les désinflations dans l'ensemble des pays. Cependant, sur le plan des finances publiques, la hausse des taux d'intérêt se traduit par une forte augmentation des dépenses publiques consacrées au paiement d'intérêts sur les dettes, surtout dans les pays les plus endettés, particulièrement les pays en développement. On connaît cette histoire qui regroupe les politiques d'ajustement structurel dans les pays africains, typiquement quand on parle dans des pays en développement et particulièrement dans les pays d'Afrique subsaharienne, tout ce que ces politiques d'ajustement structurels-là ont apporté au niveau donc de ces pays-là. Au début donc, des années 90, les économies de l'OCDE ont subi une récession et donc les dépenses, il a enregistré des dépenses publiques supplémentaires, entre autres les indemnités de chômage et de moindres rentrées fiscales. Dans les années 80 et dans les années 90, les déficits publics se sont creusés et l'endettement public a fortement augmenté. L'endettement public a augmenté, surtout dans certains pays comme le Japon. En raison donc des récessions, de nombreuses récessions, de nombreuses années de récession que ce pays-là a observé durant ces périodes et les nombreux plans de relance budgétaire que ce pays a eu à mettre en œuvre pour pouvoir stabiliser l'activité économique. Donc, à la fin des années 90, la croissance économique redevient plus élevée et les conceptions du rôle de l'État évoluent encore. Donc, ici, on reconnaît à la fois l'abus du libéralisme
des années 80 et les limites de l'État-providence. Donc, on avait vu de l'autre côté que l'État était intervenu par les dépenses publiques énormes et aussi par la mise en place des systèmes de sécurité sociale. Mais finalement, cette intervention de l'État a amené des résultats qui ne sont pas probants, des résultats qui ne sont pas probants. Et donc, on est revenu sur le libéralisme. On est revenu sur le libéralisme, mais ce libéralisme-là aussi n'a pas apporté les résultats. On a abouti plutôt à des déficits budgétaires énormes et donc à l'endettement énorme. Donc maintenant, on voit que et à la fois le libéralisme comme l'État-providence, ces deux éléments-là, on voit leurs limites. Donc, en ce qui concerne l'État-providence, son coût de fonctionnement est élevé parce que la situation économique et sociale n'est plus la même que celle qui prévalait au début de sa mise en place. Donc, les dépenses sociales sont en hausse à cause de la persistance d'un chômage élevé, du développement de la précarité et du vieillissement de la population, retraite et santé. Il est aussi difficile de contrôler son évolution parce qu'elles ont, c'est-à-dire les dépenses sociales, elles ont des effets pervers sur consommation. Donc, lorsque les soins de santé sont gratuits, inactivité ici les revenus de remplacement. Avec les revenus de remplacement, les allocations chômage et les autres prestations sociales sont plus élevées que les revenus d'activité. Donc, quand quelqu'un, par exemple, observe que bon, les allocations chômage, par exemple, sont plus élevées que s'ils allaient pour travailler, donc la personne nécessairement va se livrer euh, au loisir et percevoir les allocations chômage. Bon, c'est vrai que c'est ce qui n'est pas systématique dans nos pays en développement avec les questions d'allocation chômage. On ne le voit pas, mais de façon générale, au niveau du monde, au niveau des pays développés, ces allocations chômage-là ont été mises en place. Bon, aujourd'hui, les États sont en train de faire quand même des efforts avec les systèmes de protection sociale. Et donc, on est en train fortement de rentrer on est rentré dedans, mais pas avec cette grande ampleur au niveau donc, où se trouvent les pays développés actuellement avec les systèmes de protection sociale. Donc, par ailleurs, l'endettement public croissant s'est traduit par une charge de la dette plus élevée, de sorte que les États font face à la nécessité de réduire les déficits publics. Donc, le problème avec la charge de la dette, c'est que au fur et à mesure que vous vous endettez jusqu'au bout et que votre endettement augmente et que vous n'arrivez pas à payer comme il faut naturellement pour vous emprunter davantage, ça veut dire que votre risque de remboursement est davantage élevé et donc les futurs prêts que vous allez pouvoir obtenir, ce serait à des taux d'intérêt davantage élevés et donc ce qui va augmenter la charge de la dette que vous allez contracter dans le futur. Dans les pays donc, de l'Union européenne, donc, ça c'est ce qui va nous amener sur d'autres éléments intéressants. Donc, face à ces situations où l'endettement a véritablement augmenté avec la charge aussi de la dette, donc, dans les pays de l'Union européenne qui souhaitent participer à l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire la zone euro, les gouvernements ont voulu réduire les déficits publics. Donc, vous allez constater que ce que nous allons dire ici, nous allons retrouver ces éléments ou bien ces indicateurs, particulièrement lorsque nous allons arriver dans le cadre de l'analyse de l'impact de la COVID sur les pays de l'UEMOA. Et justement, c'est emprunté en quelque sorte de ces mesures-là qui ont été prises vu tout le processus que ces pays ont subi, toutes les expériences que ces pays-là ont réalisées pour pouvoir parvenir à ces conditions-là de participation à la zone euro. Donc, une condition à l'entrée dans cette union monétaire, donc dans la zone euro, c'est de respecter les critères de convergence du traité de Maastricht, dont deux concernent les finances publiques. D'abord, les déficits publics doivent être inférieurs à 3% du PIB et les dettes publiques doivent être inférieures à 60% du PIB. Voilà donc les critères qu'on va élaborer parce que les pays veulent réduire leur déficit. Les pays veulent réduire donc leur déficit face à toute cette expérience, tout ce processus qu'ils ont subi, toute l'histoire qui a jalonné, n'est-ce pas, ces économies depuis, par exemple, la Première Guerre mondiale.
Les gouvernements ont ainsi cherché à contrôler la progression des dépenses publiques là où elles ont atteint un niveau élevé ou à accroître les recettes fiscales là où la pression fiscale n'est pas forte. Donc, c'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Lorsque nous allons justement arriver au niveau des pays de l'UEMOA, on va véritablement constater qu'aujourd'hui, les pays de l'UEMOA sont dans une... Ils ont encore des marges de manœuvre de mobilisation des recettes, mais ils ne parviennent pas à mobiliser effectivement les recettes pour pouvoir financer leur déficit. Et ce serait en quelque sorte un des moyens de pouvoir financer son développement ou bien de pouvoir financer ses interventions sur le marché. Donc, dans les années 2000, certains pays se sont efforcés à stabiliser la part des dépenses publiques dans le PIB, malgré le ralentissement économique sévère de 2001. Ces efforts ont été cependant contrecarrés par la crise financière globale de 2008, qui amène les gouvernements à intervenir pour atteindre la récession en 2009. Donc, la situation a continué par évoluer. Les pays se sont efforcés depuis les années 2000, avec ces critères de convergence du traité de Maastricht, à pouvoir contrôler leur déficit et leur endettement. Mais voilà, une crise, une récession, un ralentissement de l'activité économique qui survient. Malgré ça, les pays ont fait des efforts, mais la crise financière globale de 2008 a amené les pays à encore intervenir pour atténuer la récession. Donc, la part des dépenses publiques dans le PIB a augmenté notablement, sauf en Allemagne où elles sont restées autour de 45% du PIB sur la période 2018-2014 contre 56% en France. Donc, vous voyez que malgré que ces pays-là sont quand même dans un effort de réduction de leur déficit et de leur endettement, mais quand la crise arrive, quand la crise financière globale arrive, on se voit obligé, n'est-ce pas, d'intervenir encore. Hein? On se voit obligé de creuser encore les déficits, de creuser encore les déficits. Il reste que les grands pays de la zone euro ont cherché à contenir les déficits autour de 3% du PIB avec plus ou moins de succès, vu l'impact négatif des efforts de consolidation budgétaire sur l'économie, tandis que les autres grands pays, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon, semblent se préoccuper davantage du soutien à l'activité économique, avec des déficits publics autour de 8% du PIB en moyenne. Voilà. Alors que dans les traités de Maastricht, c'est 3% du déficit, alors que bon, les autres pays, pendant que les autres pays de l'Union européenne sont concentrés à réduire leur déficit, les autres grands pays cherchent simplement à soutenir l'activité économique. Et donc, ils peuvent creuser les déficits jusqu'à aller au niveau de 8% du PIB en moyenne. Donc, quelque part, euh, les pays de l'UEMOA ont hérité, n'est-ce pas, les politiques en quelque sorte de la zone euro. Et donc, naturellement, ont aussi adopté ces mesures dans le cadre du pacte euh, de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, donc dans l'espace du mois, ont aussi adopté ces indicateurs-là pour pouvoir contrôler, limiter les déficits publics aussi dans l'espace du mois. Et n'en disconvient bien, cela ne veut pas dire que nécessairement c'est ce que tous les pays du monde sont en train de faire. Il faut dire que d'autres grands pays aussi, en dehors de la zone euro, sont préoccupés beaucoup plus par le soutien de l'activité économique avec des déficits qui vont jusqu'à 8%. Donc, finalement, l'endettement public est en forte hausse et il représente 90% du PIB de la France en 2012 contre 20% en 1980. Donc, voilà comment l'endettement a évolué suite donc à la crise financière globale des années 2008-2009. En somme, donc, pour conclure, nous disons que l'extension donc, de l'intervention de l'État dans la vie économique et sociale s'est traduite par des changements profonds des finances publiques. Il y a eu un élargissement donc, des compétences budgétaires des différents secteurs d'administration publique. Il y a eu une transformation donc, des dépenses publiques au cours donc, de l'histoire. Il y a eu un poids élevé des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des impôts. Et finalement, une contrainte de financement des déficits
public. Voilà ce que nous pouvons donc retenir par rapport à la présentation dans ce premier module. Je vous remercie pour votre attention.